Bonjour, dans cette vidéo, je vous présente sous la forme d'une carte mentale la 4e partie de la postface de l'ouvrage écrit par Yalom et Elkin, intitulé Guérir à deux voix et dont le titre original est Every Day Gets a Little Closer. Voici la carte mentale. On retrouve donc sur cette carte la référence ici de l'ouvrage qui a été publié une première fois en français sous le titre Dans le secret des miroirs, qui est un ouvrage dans lequel Irvin Yalom et sa patiente, dont le pseudonyme est Ginny Elkin, publient les comptes rendus qu'ils ont fait après chaque consultation, lesquels n'ont pas été réalisés en vue d'une publication. Et dans cette vidéo, je zoome donc sur la postface où Yalom s'exprime sur le système conceptuel rigoureux qui a cadré la thérapie et sur les principes thérapeutiques qui l'ont guidé. Nous avons déjà parcouru un certain nombre de branches de cette carte mentale et nous nous intéressons donc aux moyens et aux techniques variées que Yalom a utilisées ainsi qu'aux raisons qui l'ont décidé à les utiliser. Alors ces moyens variés visaient à atteindre le but fixé, bien entendu, et sa technique se divise en fait en 3 parties, une partie interprétative, une partie existentielle et une partie activante. Nous commençons dans cette vidéo avec la partie interprétative. Voici donc cette branche correspondant à la partie interprétative. Donc interprétative, il s'agit de l'interprétation où donc pour Yalom, l'interprétation est un moyen d'illumination, un moyen de mettre en lumière, alors grâce au projecteur de l'intellect, eh bien les forces non conscientes qui guident nos comportements. Et l'interprétation est donc un moyen d'aider le patient à prendre le contrôle actif de sa vie. Alors l'interprétation ne s'applique pas uniquement à un passé éloigné, ça c'est une idée qui vient de Freud, pour qui une thérapie réussie ambitionne en fait de reconstruire tous les événements de la vie qui ont formé l'appareil mental et qui résident au temps présent dans l'inconscient. Yalom, lui, n'a pas tenté justement d'explorer le passé de Ginny, il a même résolument évité et a qualifié de résistance les tentatives d'exploration du passé de Ginny. Donc l'interprétation s'applique aussi au présent pour aider à l'exploration de l'inconscient lorsque celui-ci étouffe. Alors, Yalom explique sa position par rapport à l'interprétation qui est pour lui applicable aussi bien au passé qu'au présent. Et pour s'expliquer plus clairement, il propose de figurer l'inconscient par un repère orthonormé où l'axe des ordonnées va figurer le temps au sens temps historique, donc du passé à l'avenir, et l'axe des abscisses va figurer ce qui est anhistorique. Alors commençons avec l'axe des ordonnées qui figure le temps historique, donc qui va du passé à l'avenir, et notons que s'il est clair que les événements du passé lointain, bien qu'oubliés ou réprimés, ont façonné notre personnalité et pilotent finalement nos comportements, eh bien, il est aussi très clair que le pas encore, c'est-à-dire toutes nos anticipations qui échappent, elles aussi, à notre conscient, eh bien, ces anticipations vont également façonner notre vie intérieure et nos comportements. Et il en va ainsi, donc, des buts que nous nous sommes fixés, de la façon dont nous souhaitons qu'autrui nous considère, de l'idée de la mort et l'envie de laisser des traces de soi, et des aspects variés et symboliques que l'envie d'immortalité peut prendre. Donc nous pouvons dire que nous sommes de façon égale aussi bien attirés par l'attraction de l'avenir que ballottés par la poussée déterminante du passé. Alors, intéressons-nous maintenant à l'axe des abscisses qui figure, comme nous l'avons dit, ce qui est anhistorique et qui représente finalement à tout moment du temps des forces inconscientes qui façonnent nos sentiments et nos actions. Alors Yalom centrait justement ses efforts d'interprétation sur cet axe, donc de façon anhistorique. On peut noter que Ginny était influencée finalement par tous ces éléments anhistoriques, notamment une image idéalisée de ce qu'elle devait être et qui lui dictait les traits à mettre en avant et les traits à étouffer, qu'elle était également influencée par son besoin irrationnel d'amour et sa croyance dans le fait que l'affirmation de soi était un danger.
Notons aussi que bien que ces forces inconscientes anhistoriques soient bien façonnées par le passé, eh bien la causalité temporelle n'est pas un cadre de référence essentiel. En fait, dans la thérapie, si la fouille archéologique, si la recherche de la cause primordiale et des origines sont intéressantes en soi, elles ne sont pas synonymes de processus thérapeutique. Cependant, en tant que nourriture intellectuelle, cette fouille archéologique, cette recherche de la cause primordiale des origines, eh bien, c'est ce qui va aussi maintenir le patient et le thérapeute ensemble. Et en cela, ce sont des éléments qui vont contribuer à l'établissement du lien thérapeutique, qui est un des principaux instigateurs du changement, pour ne pas dire le principal instigateur du changement. Alors, Yalom se centrait justement sur les forces multicouches, c'est-à-dire aussi bien conscientes qu'inconscientes, présentes dans le présent immédiat, ces forces donc, qui gouvernaient à la fois les sentiments, les pensées ou encore les comportements de Ginny. Et il se centrait notamment sur le transfert, comme nous l'avons déjà évoqué, c'est-à-dire sur la relation irréaliste de Ginny avec lui, et il l'enjoignait donc à exprimer tous les sentiments qu'elle pouvait avoir par rapport à lui. L'idée étant d'explorer la relation présente, c'est-à-dire les rapports de Ginny avec lui, plutôt que d'entreprendre une discussion abstraite autour de ses difficultés à exprimer sa colère, de sa réticence à défendre ses droits, et ainsi de suite. Donc le premier travail fut d'aider Ginny à identifier ses sentiments et à les exprimer, et cela en explorant des éléments indirects de sa vie fantasmée, ainsi que des indices comportementaux, comme par exemple des mots de tête qu'elle pouvait présenter avant ou après les séances, et en la questionnant sans cesse sur ses sentiments par rapport à lui et en l'encourageant à faire ce qu'elle redoutait, c'est-à-dire à exprimer sa déception par rapport à lui, à se mettre en colère par rapport à lui, à lui dire qu'elle l'appréciait, à exprimer son désaccord par rapport à lui, à lui poser n'importe quelle question. Tout ça dans le but qu'elle prenne finalement conscience des forces en elle, qui sont des forces inconscientes, effrayantes, et des forces qui sont également antagonistes. Alors, on peut dire que Yalom, finalement, dans son travail, utilise l'interprétation pour renouer avec des sentiments qui avaient été écartés dans l'inconscient, pour également dévoiler des schémas généraux habituels qui existent dans les comportements et pour saisir les présupposés inconscients qui dirigent tous ces schémas. Mais notons que cette illumination réalisée par l'interprétation, elle n'est pas suffisante. En fait, elle ne produit pas à elle seule le changement. En fait, pour que le changement advienne, il faut un acte volontaire. Or, la volonté, c'est-à-dire la volonté de changer, d'évoluer ou encore de vouloir, eh bien, elle tend à fuir, et les techniques, justement, qu'il utilise ont pour but de l'éveiller et de la renforcer. Donc si nous reprenons, on peut dire que les techniques interprétatives, elles vont réveiller la volonté de sa léthargie en aidant l'individu à prendre conscience du courant qui le pousse dans la vie, et puis ça va aussi aider la personne à évaluer par la raison, la force et la nature de ce courant. Donc on peut dire qu'avec l'interprétation, l'individu prend la mesure de l'absence de volonté et puis des forces qui ont remplacé la volonté, ce qui est un premier pas vers la maîtrise. Mais néanmoins, d'autres techniques doivent prendre le relais. Les techniques interprétatives ne vont faire que fertiliser la terre sur laquelle la volonté va pouvoir pousser, et ce sont d'autres techniques qui vont permettre finalement la germination. Donc ces techniques vont effectivement, ces autres techniques vont permettre de faire maturer, de développer la volonté, et il s'agit des techniques existentielles et des techniques d'activation. Les techniques existentielles, on peut les voir comme étant les techniques qui vont poser les bases du processus de germination, tandis que les techniques d'activation sont celles qui vont forcer le bourgeon à monter dès qu'il a percé la terre. Donc nous allons envisager ces autres techniques existentielles et d'activation dans les vidéos suivantes. Donc je vous dis à bientôt pour les vidéos qui vont suivre et continuer à explorer cette postface. À très bientôt.